milliards de Bernard Arnault ne sont pas mérités. Ils sont à la fois hérités, mérités, mais ils sont le produit d'un système qui permet de voler, de prédater, d'exploiter, de dominer toutes les formes du vivant. Avec votre mari Michel Pinson, aujourd'hui décédé, comment êtes-vous parvenu à étudier les ultra-riches ? Comment on a fait pour pénétrer ce monde ? Alors c'est une stratégie qui s'appuie beaucoup sur nos ressources psychiques à l'un et l'autre, et un projet qu'on a eu assez jeune l'un et l'autre pour des raisons totalement différentes. Michel était, je suis obligée d'en parler au passé, issu d'une famille ouvrière très pauvre des Ardennes, et il a bénéficié complètement de l'État-providence, et il avait, un peu comme Annie Ernaux, il avait en lui une immense colère contre la misère subie de ses parents, de sa sœur, de ses neveux et nièces, et il voulait profiter et de l'État-providence et de son intelligence un petit peu exceptionnelle pour, comme a dit Annie Ernaux dans son discours pour son prix Nobel, pour sauver sa race, pour sauver sa classe. Il ne voulait pas être un transfuge, il voulait être quelqu'un qui allait tirer vers le haut, enfin essayer de défendre en tout cas les intérêts de sa classe, ou dévoiler les mécanismes de la domination qui étaient seuls responsables de la misère de ses parents. Après, il faut que je parle de moi, fille du procureur de la République en Lozère, qui, au contraire, je suis de la bonne bourgeoisie, mais je ne partageais pas ses idées, et il me semblait qu'il rendait une justice qui n'était pas celle à laquelle j'aspirais. Et Michel et moi, quand on s'est rencontrés, je ne sais pas, on s'est rendu compte qu'on devait être deux névroses de classe inversées, deux boiteux mais pas de la même jambe, et que le coup de foudre, enfin ce qu'on a vécu comme un coup de foudre, était en réalité bien vu. On allait effectivement être complémentaires, et on s'est toujours dit, dès qu'on le pourra, on mettra de la chair et du sang sur le squelette de la domination, pour emprunter une phrase de Gorce. Et voilà, et ça a pu se faire à partir du moment où on a le statut de chargé de recherche sur CNRS. Et donc, au début des années 80, quand François Mitterrand arrive, nous décidons de travailler sur la classe dominante. Alors, pour y rentrer, excusez-moi, mais il faut comprendre. Oui, il faut comprendre. Parce que si vous voulez, pourquoi ? Comment est-il possible qu'il n'y ait personne ? Aucun sociologue qui ait travaillé sur la classe dominante en tant que classe. On pouvait travailler sur des grands journalistes, sur des patrons d'industrie, mais là, c'est la classe que nous, on voulait attraper, dans toutes ses dimensions, dans la multidimensionnalité de la pensée, pas dans le saucissonnage. Et donc, honnêtement, c'était pas interdit pour des chercheurs au CNRS de travailler sur la classe dominante, mais tout se passe comme si elle n'avait quand même pas vocation à l'investigation sociologique. C'était pas écrit, mais de fait, ça n'était pas possible. On a commencé comme ça, on partait de chez nous le matin, on arrivait à Neuilly, ou dans le 7e, ou dans le 16e, ou le 8e, et on arpentait les rues avec des petits carnets, on posait des questions aux gens, on faisait des observations, et puis quand on s'est senti suffisamment à l'aise avec nos corps, avec nos façons de nous tenir, notre posture, notre exercice corporel, comme aurait dit Pierre Bourdieu, nous avons trouvé 2 entrées pour travailler sur la grande bourgeoisie fortunée et une seconde sur l'aristocratie. Et puis nous avons commencé à faire des entretiens avec la technique de la cooptation, c'est-à-dire que chacun, dès le premier entretien, on disait pendant l'entretien, vous avez parlé de telle personne, vous avez l'air d'être proche. Est-ce que ce serait possible que vous nous recommandiez auprès d'elle pour aller l'interviewer ? Et c'est comme ça qu'on s'est constitué, Michel et moi, un espèce de capital social absolument incroyable. Et puis on a grimpé. Et puis, si vous voulez, comme on était un couple, on était en cohérence avec ce milieu qui fonctionne entièrement sur la base
de la reproduction du rapport de classe par la famille, par les dynasties familiales. Vous étiez devenus Monique et Michel. On est devenus les Pinsons Charlot. On est devenus, comme la marque Frigidaire et Frigérateur, les Pinsons Charlot. Voilà. D'accord. Et là, ils avaient confiance en vous. Ils avaient confiance en nous. Pour le simple fait qu'on soit un couple, parce que si vous voulez, on ne peut pas travailler sur la classe dominante si on se contente de faire des observations ou des entretiens ou des statistiques. Vraiment, il faut participer à ce qu'on a appelé la sociabilité mondaine, parce que c'est le moment où la mayonnaise oligarchique devient bien ferme. Pouvez-vous revenir sur les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron aux 1% les plus riches ? Le plus important, c'est la suppression de l'ISF. Donc Emmanuel Macron est en 2016 en campagne et il se trouve à Heukel en Belgique, qui est une commune très chic de la banlieue de Bruxelles, avec plein de camarades de classe, si je puis dire, auquel il promet que s'il est élu, il supprimera l'ISF. Et en effet, il est élu donc en avril ou mai 2017, et il devait faire cette suppression de l'ISF simplement en 2019, parce qu'il y avait beaucoup de choses, de problèmes à régler, de choses, enfin, c'était pas... Voilà. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que derrière, il avait la pression, justement, de tous les patrons de presse, de tous ceux de tous les donateurs qui avaient contribué à financer sa campagne des présidentielles, qui disaient « Oh non, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que de toute façon, ça va mal se passer. On ne peut pas faire une réforme fiscale de cette ampleur. Trop tard, il faut la faire tout de suite. » Et donc, finalement, il supprime l'ISF, alors si je ne dis pas de bêtises, dès octobre 2017. Beaucoup des camarades de classe, de la classe, dans le sens classe sociale, d'Emmanuel Macron, ont profité de ces cadeaux fiscaux. Et puis, je n'ai pas parlé des cadeaux faits aux entreprises, le CICE, il y a eu beaucoup d'autres cadeaux. Donc, ça a été véritablement une forme, on pourrait dire, d'évidement de l'État social français, de l'État-providence construit par le Conseil national de la résistance en 1945, au profit d'un État aux mains des plus riches pour les plus riches. Parce que quand même, il faut rappeler que Emmanuel Macron était quand même, avant d'être à l'Élysée, banquier, associé gérant dans la banque Rothschild, que tous les gouvernements qui se sont succédés ont tous été des gouvernements de millionnaires. Et donc, les assemblées parlementaires n'ont jamais été aussi à la défaveur des classes populaires. Je pense aux ouvriers et aux employés, qui représentent 47% de la population active. Et là, dans l'actuelle Assemblée nationale, ils ne sont que 5% à l'Assemblée nationale, contre 47%, alors que les CSP, les catégories socioprofessionnelles de l'INSEE, qu'on appelle cadres supérieurs et professions intellectuelles, qui représentent même pas 22% de la population active, sont 72% à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, c'est toute une cascade de gens qui sont montés, qui ont pris tous les pouvoirs au sein de l'État-providence pour en détruire, en financiariser tous les secteurs qui relevaient du commun, tous les secteurs qui relevaient de l'intérêt général, tous les secteurs, l'enseignement, l'agriculture, la santé, le droit, tous les secteurs, la recherche, même on peut dire les médias. Tout doit être désormais source de dividendes pour des actionnaire. C'est-à-dire que la politique, notre bien commun, n'est plus notre bien commun. Ce sont vraiment les puissances d'argent qui investissent.
et qui mettent tous leurs camarades de classe de partout, je le répète, à travers les lobbies, à travers les cabinets de conseil. Ils évident complètement tous les aspects démocratiques, tous les aspects d'intérêt général, tous nos communs à nous, tout ce qui est à nous collectivement. Je voudrais quand même montrer ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire là. Alors, je prends un travail qui a été fait par des militants de la CGT et que j'ai récupéré lors d'une manifestation. Alors, ils font la comparaison entre les méfaits d'Emmanuel Macron, président banquier, et l'action d'Ambroise Croizat, ministre ouvrier, durant la première année chacun de leur mandat. Je commence par le ministre ouvrier dans un pays ruiné par la guerre et l'occupation. Création du régime général de la sécurité sociale, création des comités d'entreprise, nationalisation de Renault et d'EDF, nationalisation de la Banque de France et des grandes compagnies d'assurance, création du statut de la fonction publique, création du régime étudiant de sécurité sociale. Donc Ambroise Croizat a pris aux riches pour donner aux pauvres. Je prends maintenant le président banquier de la 5e puissance du monde, Emmanuel Macron. Diminution des cotisations sociales et de lits, toujours la première année de leur mandat, et de lits hospitaliers, a supprimé les CHSCT, veut privatiser la SNCF, promulgue le secret des affaires, a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, veut supprimer 120 000 fonctionnaires, a détruit le code du travail, a supprimé le régime étudiant de sécurité sociale et veut augmenter les droits d'inscription. Prend aux pauvres pour donner aux riches. Donc moi, ça se passe, je nais au moment, je suis née en 1946, donc je nais au moment où Ambroise Croizat fait ça. Donc si vous voulez, en peu de temps, on est passé d'un État qui était au service du public à un État qui est au service des riches. Pourquoi les ultra-riches investissent-ils dans les médias ? Et pour contrôler la pensée, pour contrôler. C'est de la propagande qui aboutit à la pensée unique. C'est-à-dire que vous écoutiez les radios publiques ou que vous écoutiez des radios privées, télévision publique, télévision privée, avec des nuances, parce qu'il faut aussi bien savoir capter le gibier. Avec des nuances, finalement, c'est une pensée unique. Et donc, lorsqu'ils donnent comme bouc émissaire des pays où, soi-disant, il y a un parti unique et qu'on s'en moque, c'est beaucoup plus astucieux, la pensée unique, que le parti unique. Mais ça revient au même, puisque c'est véritablement un travail sur les cerveaux, un travail sur la réflexion, qui après oblige la sociologue que je suis à faire tout ce travail de déconstruction de ces évidences néolibérales et puis de reconstruction, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, pour donner du sens, comme dans la cure analytique, redonner du sens à notre existence. On n'a pas accès à la réflexion. Quand ce sont des événements importants, ils ne sont jamais traités sur le mode de la réflexion, c'est-à-dire, quand je dis sur le mode de la réflexion, je veux dire qu'ils ne sont jamais mis en relation avec le passé historique. Ils ne sont jamais mis en relation dans le temps présent avec d'autres secteurs de l'activité économique et sociale concernés. C'est un fait divers qui prendra le dessus, comme on l'a vu pendant la réforme des retraites. Je ne me souviens plus tout ce qui s'était passé. Et pendant ce temps-là, on ne parlait plus de la réforme des retraites qui passait à coup de 49.3, 47.3, 44 machin truc chouette. Et puis le Conseil constitutionnel qui est en lien évidemment étroit, qui fait partie, puisque c'est des gens qui sont cooptés au sein de cette oligarchie, qui donnent feu vert pour déclarer parfaitement constitutionnelle cette réforme des retraites. Donc c'est tout le temps un travail si on parlait de façon morale, on dirait un travail malhonnête. Mais ça sera un jugement de valeur. Tandis que là, la sociologue doit dire que c'est vraiment un travail maîtrisé
de la manipulation à travers l'intervention de lobbyistes, à travers l'intervention de think tanks, à travers l'intervention de cabinets comme McKinsey, enfin, etc. C'est fou, ils envoient plein de gens au cœur de tous les secteurs de l'activité économique et sociale pour servir de relais à cette oligarchie. Avec Michel, on parlait de sous-traitance oligarchique, parce que ça permet aussi de créer de l'impunité, de l'immunité pour les vrais capitalistes, les vrais capitaines d'industrie. En 2017, de nombreux patrons de presse ont soutenu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'une oligarchie, parce que le terme d'oligarchie désigne bien lorsqu'il y a une classe sociale dominante au sommet des richesses et des pouvoirs qui vont avec, qui est à la fois qui se rétrécit bien, qui se concentre sur un certain nombre de personnes qui sont issues des grandes familles fortunées, de l'aristocratie et de la bourgeoisie, qui sont issues des grandes écoles, qui sont issues des mêmes quartiers, les beaux quartiers. On en revient à cet entre-soi, il est vraiment d'actualité, je trouve ce livre, entre-soi et séparatisme des riches. C'est très important qu'ils soient tout le temps entre eux, donc dans des quartiers spécifiques, dans des stations balnéaires spécifiques, dans des stations de ski spécifiques, voilà, dans des palaces spécifiques, dans des cercles, dans des rallyes, dans des chasses à courre, dans une sociabilité mondaine qui est véritablement leur mode de vie. Ils sont toujours entre eux, dans des cadres incroyables, toujours beaux, dans des circonstances agréables, avec des nourritures exceptionnelles, des vins exceptionnels. Ils sont toujours dans des cadres où ils peuvent faire du sport. Par exemple, les cercles ont très souvent une piscine, même si le cercle est rue du Faubourg Saint-Honoré, juste à côté de l'Élysée. Le cercle de l'Union interalliée a une piscine où peuvent nager les membres du cercle. Donc ils sont toujours comme des poissons dans l'eau, si je puis dire. Ils sont toujours chez eux. Ils sont toujours dans cet entre-soi rassurant qui leur fait aimer leurs semblables et rejeter le dissemblable. Et par exemple, la pire des choses dans ce milieu qui puisse exister, c'est la mésalliance. Et c'est pour ça que dans ces familles, ils ont conçu une troisième forme de socialisation. Donc il y a la famille, l'école, deux formes de socialisation qui sont de partout. Et eux, ils ont rajouté une troisième forme avec les rallyes qu'ils ont mis au point au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où tout avait été assez chamboulé et où notamment l'école était devenue obligatoire, c'est-à-dire on ne pouvait plus être dans le préceptorat familial. Donc évidemment, si l'école devient obligatoire, on peut faire quelquefois des mauvaises rencontres, même si les écoles sont très ségrégées. Il y a les écoles de la bourgeoisie et les écoles pour les autres. Et les rallyes, donc c'est vraiment, on prend les enfants à partir de 10 ans qui sont cooptés par des mères issues de ces familles fortunées de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Et voilà, ils partagent collectivement des expériences parce qu'ils vivent dans un collectivisme pratique de classe tout le temps. Ils sont toujours très bien avec leurs semblables. On voyait ça sous Hollande, sous Sarkozy. C'est-à-dire, je dirais que la différence, c'est que comme il y a ce mépris de classe, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui est maintenant devenu une véritable arme dans les rapports, dans la violence des rapports de classe, eh bien, aujourd'hui, c'est affiché. Est-il correct d'affirmer que les ultra-riches s'organisent et agissent à l'unisson ? C'est pas à l'unisson, c'est dans une solidarité. C'est dans une solidarité de classe. Et cette solidarité de classe, elle fonctionne de la manière suivante. Chacun fait ce qu'il veut. Bolloré fait ce qu'il veut. Lagardère fait ce qu'il veut. Bernard Arnault fait ce qu'il veut pour rester dans votre univers de presse. Mais il y a des instances de coordination.
ces instances de coordination. Ça se passe dans les cercles, ça se passe dans les moments de sociabilité mondaine, si vous voulez, où là, on coordonne un petit peu les apports des uns et des autres pour affiner toujours plus l'exploitation et la domination de classe. C'est d'une violence symbolique, comme disait Bourdieu, qui empêche de comprendre la logique sociale qui est au cœur de la logique du système capitaliste. Nous, qui avons été au contact avec les Gilets jaunes, qui avons partagé de nombreuses journées avec eux, qui avons beaucoup discuté avec eux, on a essayé vraiment de leur faire profiter de notre travail. De toute façon, c'est eux qui venaient à nous, ils nous reconnaissaient dans les manifestations. Et du coup, on a quand même très vite compris qu'ils pouvaient accepter une certaine misère économique, mais la misère psychologique, la misère symbolique, la violence symbolique du mépris de classe d'Emmanuel Macron et de ses collaborateurs et de ses ministres, ça, c'était pas possible. C'était pas supportable. Parce que c'est un processus de déshumanisation. Et là, voilà, c'était une vraie révolte contre ce mépris. Et c'est pour ça que j'ai continué, même après la mort de Michel, à continuer à travailler sur ce mépris de classe avec un livre, Le méprisant de la République, sur la réforme des retraites, pour montrer que vraiment le mépris de classe était une arme aussi puissante que les autres armes utilisées dans la violence de classe, à part entière, si vous voulez. Une arme qui est sophistiquée, qui est conçue véritablement dans un processus de tétanisation, de déshumanisation, de sidération, et d'empêcher la possibilité de contester l'inadmissible. Et vous voyez, si vous voulez, quand les gens nous disent qu'ils apprécient notre sociologie, qui nous arrêtaient dans la rue, qui m'arrêtent toujours dans la rue, y compris même en bas de chez vous, puisque j'ai été arrêtée par un couple avant que je monte ici, et qui se disent fans. Quand on dit « je suis fan de votre travail », ça veut dire que c'est l'apport. Parce que c'est pas extraordinaire ce qu'on a fait, franchement. Hein. Je suis contente de ce qu'on a fait, mais c'est pas si difficile que ça. Je pense que c'est le simple fait de donner à comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et comprendre, franchement, c'est une joie existentielle qui n'a pas de prix. Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.